Patricia Smith Churchland est l'auteur de Neurophilosophie, l'esprit-cerveau. Puisque je suis matérialiste, déclare-t-elle d'emblée, je crois que l'esprit est le cerveau. Cette profession de foi consonne avec la machine-esprit d'Alain Prochian ou avec la thèse de Jean-Pierre Changeux concernant la matérialité des images mentales et la possibilité de voir les objets mentaux. Les avancées scientifiques des neurosciences ne sont pas en cause, mais on demande s'il est conséquent de partir du principe que les processus mentaux sont des processus cérébraux et d'en déduire un mécanicisme modernisé qui réduit les états mentaux à des états physiques, l'hypothèse de travail devenant pétition de principe. Patricia Smith Churchland, Jean-Pierre Changeux s'interrogent sur l'acceptabilité de leur stratégie réductionniste, mais ils ne la justifient que par cette pétition de principe et par une confusion des genres. Car les méthodes et les moyens par lesquels ils entendent donner une explication totalitairement biologique du psychisme les font sortir du domaine de la compétence scientifique. Épistémologiquement parlant, ils ne s'expriment plus comme savants. Le médecin positiviste triomphait naguère de n'avoir trouvé aucune âme au bout de son scalpel, mais le contraire eût été la preuve qu'il se serait mépris. Et que penser de celui qui dirait que le puits est à sec parce qu'il ne remonte pas d'eau dans le panier qu'il y a plongé? Recevons cependant l'explication réductionniste et ressurgit alors l'autre difficulté qui est que le déterministe ne peut pas s'inclure dans le monde de sa théorie. La question est celle des conditions de validité du jugement lui-même. Un détour par Descartes aidera à nous faire comprendre. On sait que pour lui, l'acte de juger ne ressortit pas seulement à l'entendement, mais d'abord à la volonté, qui donne ou refuse son assentiment aux propositions que lui fait l'entendement. Mais si bien que la problématique de la vérité rejoint celle de la liberté. Cette façon de voir, en soi discutable, présente l'intérêt de rendre sensible la part de consentement qu'il y a dans l'assentiment. Pour prétendre être vrai ou faux, le mouvement de consentement et d'adhésion en quoi consiste l'arrêt du jugement ne peut pas se réduire à un résultat mécanique. Car celui qui se prononce contre la liberté peut le faire sans se contredire, et ce faisant, il entend bien se prononcer de manière exacte, autrement dit dire vrai, là où son contradicteur dit faux. Mais là encore, il parle sans contradiction dans les termes. Mais il y a une contradiction vécue, en acte, entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, autrement dit, une impossibilité de penser ce qu'il énonce. Car s'il avait raison, lui-même étant parti d'un monde exhaustivement, intégralement déterminé, son jugement ne serait qu'un produit ou un effet matériel et au sens large mécanique des interactions intracérébrales. Il ne serait pas une sentence, il se réduirait à des bruits qui ne seraient pas des paroles, pas même des flatus vocis, qui sont des émissions de voix sans intérêt, sans importance. Ces propos n'auraient littéralement pas de sens. Ils seraient comparables à une horloge parlante qui ne discourt pas, mais produit des sons sans rien vouloir dire. Qu'elle avance ou retarde, ou qu'elle donne l'heure juste, elle n'a raison ni ne se trompe. Être dans le vrai ou dans l'erreur étant le privilège du tiers qui l'écoute et l'interprète et qui en juge.